création est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition d'Appel sur le continent, la 4e de la semaine, avec pour thème principal exaction et prédation minière. À quand la fin de l'influence de l'armée française en Afrique? Eh bien, on le disait dans nos propos liminaires depuis quelques heures. C'est donc des documents sécuritaires issus des officines occidentales qui circulent, dressant un tableau très sombre des activités des paramilitaires russes dans plusieurs pays du continent. On va essayer de comprendre pourquoi tout cela avec notre géopoliticien attitré Luc Michel. Bonsoir Luc. Bonsoir Bachir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. On est devant un peu l'histoire du chien qui se mord la queue. C'est la campagne de diffamation contre le fantomatique groupe Wagner qui continue, mais c'est amusant parce que elle émane de deux sources actuellement ces derniers jours. Il y a Corbeau News en Centrafrique, c'est l'équivalent de Jeune Afrique dans le pays. Corbeau News a été d'ailleurs plusieurs fois interdit de diffusion là-bas. Il était émis depuis Paris. Il n'a qu'une seule activité, déstabiliser, média mentir sur le président Touadéra et la Russie. Deuxième source, Corbeau News s'appuie sur Le Monde. Qu'est-ce que c'est Le Monde? C'est le journal de Georges Soros à Paris. Ce sont les réseaux américains en France. Lorsque vous allez sur le site du Monde Afrique, qui est sa version africaine, vous voyez qu'il est officiellement sponsorisé par l'ONG, la fondation Osiwa de Georges Soros en Afrique du Sud et la fondation Bill et Melinda Gates qui sont les complices de Soros. Voilà, ce sont les gens qui animent les ONG qui ont fait les rapports de l'ONU contre les paramilitaires russes, etc. C'est donc une vaste source. Pendant ce temps-là, on évite de regarder ce que font les soldats de l'Occident et ce que font les groupes paramilitaires qui leur sont liés. Il y a quelques heures, Joe Biden a tenu à Washington un grand sommet de la soi-disant démocratie dans lequel il a présenté l'Amérique comme le modèle absolu de la démocratie et il a exclu du sommet les Chinois, les Russes et les Iraniens. Cette fois-ci, les Chinois ne se sont pas laissés faire. Nous ne sommes plus en 2014. Comme à l'époque, vous vous en souvenez du sommet US-African Leader. Ici, la Chine a réagi. Elle a émis des clips de propagande dans une démocratie qui est très, très bien fait. Et deux think tanks chinois, un think tank et le think tank de l'université de Pékin, ont émis un livre blanc, 10 questions sur la démocratie américaine, qui est sans appel. Pour la première fois, les Chinois expliquent que la démocratie américaine et occidentale n'est pas la valeur absolue, qu'il y a des variantes chinoises, iraniennes, russes de la démocratie ou africaine. Elle explique surtout que la démocratie chinoise, qu'ils appellent la démocratie de la dictature du prolétariat, eh bien, a autant de valeur que l'américaine. Quelques heures après, Joe Biden, via la secrétaire d'État adjointe à l'Afrique du State Department, qui s'appelle Madame Phi, il a présenté le programme donc de l'Amérique pour l'Afrique. Il y a évidemment la satellisation de la zone africaine de libre-échange à la globalisation malgré. Il y a la prise en charge par les Américains de la lutte contre la pandémie du Covid. Il y a surtout une prétention à apporter la paix, la sécurité et à combattre la guerre en Afrique. On voit ainsi l'Amérique de Biden dire qu'elle apporte la paix en Afrique. Mais en n'allant pas plus loin que 1990, ils ont détruit la Somalie, on dit d'ailleurs en géopolitique somalisé, pour l'État le plus puissant de la Corne de l'Afrique qui aujourd'hui est un nom d'État éclaté en 6 parties. Ils ont détruit en 2010 la Libye de Kadhafi, lancé le printemps arabe qui a déstabilisé toute la région, lancé la guerre de Syrie, lancé la guerre du Yémen qui ne sont pas terminées depuis 10 ans. Et en Afrique, ils ont évidemment
démantelé et fait la sécession du Sud-Soudan par rapport au Soudan. Ils mènent actuellement, ils soutiennent une guerre d'agression pour la sécession du Tigré en Éthiopie. Et ils mènent une guerre dans un triangle infernal entre l'armée mozambicaine précisément, aidée par les paramilitaires russes, les armées occidentales, les mercenaires des multinationales américaines et françaises. Ils mènent une sale guerre pour le contrôle des nouveaux chauds de gaz du Mozambique. On parle de 2 millions de dollars par an, dont les Américains et les Français se disputent la possession sur le dos du peuple mozambicain. Pourquoi, face à cela, cette obsession de la Russie? Parce que les Américains se souviennent des 20 dernières années de la guerre froide. C'était l'époque de Brejnev qu'on a surnommé dans l'histoire Brejnev l'Africain. Brejnev avait fait de l'Afrique le centre de la confrontation entre les blocs. Il avait compris que l'Afrique était décisive pour vaincre le bloc occidental. Il est intervenu pour aider l'indépendance du Mozambique, de l'Angola, de la Guinée-Bissau, des îles du Cap-Vert. Il est intervenu en Afrique du Sud. Le mentor de Mandela, il s'appelait Jos Slovo. Il est mort en 1994, ministre de Mandela. C'était un agent soviétique venu de Vilnius en Lituanie, alors République soviétique. C'est l'homme qui a créé le Parti communiste sud-africain et qui a relancé l'ANC à partir des années 20. Voilà donc l'action des Russes. Ils sont agis dans d'autres domaines, aux côtés de Kadhafi, aux côtés de l'Algérie, etc. Ils ont prouvé leur efficacité et les Américains, les Français et l'OTAN ne veulent pas revenir voir sur les champs de bataille, comme ils disent, de la guerre froide, le cauchemar russe revenir. D'où toute cette campagne sur le soi-disant groupe Wagner qui est très mal faite parce que c'est une guerre médiatique qui a en fait une guerre de retard. Une guerre médiatique, une guerre de retard, Luc Michel. Alors, mais il faut noter quand même que le rapport qui circule en ce moment indique que dans la seule République centrafricaine, la RCA, donc, plus de 200 accusations sont recensées depuis décembre 2020, indiquant ainsi que le tout confirme que sous couvert d'offres sécuritaires, Wagner est une savante entreprise de prédation des ressources et de prise de contrôle violente des pays faisant appel à elle. Ce sont les Français, les Américains qui racontent ça. Allez dans les rues de Bangui, vous l'avez été, Bachir, la population manifeste pour soutenir les Russes et les remercier. On a inauguré le monument aux soldats russes, ce qui passe sur le moment sur nos écrans, pour les soldats russes qui ont donné leur sang avec générosité pour libérer le peuple centrafricain. La soi-disant prédation n'existe que dans l'idée des Français. On se souvient des vidéos diffusées par Afrique Média des légionnaires français qui pillaient les gisements de diamants et d'or centrafricains. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas d'équivalent russe, évidemment. Et toutes ces soi-disant exactions n'existent que dans l'imagination des puissances occidentales et des experts soi-disant stipendiés qui sont à leur service. La population centrafricaine, elle ne suit pas du tout cela, mais non plus le gouvernement centrafricain. On continue d'ailleurs la politique de fausses nouvelles. On a lancé des fausses nouvelles annonçant que des marches étaient organisées en Centrafrique contre la France et l'ambassade de France ces derniers jours. C'était une fake news et on avait ajouté que Touadéra avait distribué des fonds gouvernementaux pour financer ces manifestations. C'est un mensonge de plus des médias français, Radio France Internationale Intoxication, RFI, France 24, la Deutsche Welle, la RFI de Mme Berlin et compagnie. Est-ce que l'idée derrière cette campagne de diabolisation des soldats russes serait de freiner justement la percée des Russes en Afrique et notamment au Mali, puisque dans ce rapport, le Mali ne figure pas encore. On parle du Mozambique, de la RCA et d'autres pays. Le Mali est la grande préoccupation parce que c'est un effet de domino. Peu de gens parlent du Mozambique. Moi, j'en parle quelquefois sur ce plateau, mais les Africains ne sont pas conscients de ce qui s'y passe.
parce que ce n'est pas une situation comme celle de la Centrafrique. Le conflit est récent, il date de même pas 2 ans, et il est un conflit qui est en partie anonyme et mené par des forces qui ne sont pas des armées occidentales. Oublions donc le Mozambique, on a la Centrafrique évidemment, et on a maintenant l'arrivée des Russes au Mali. En Centrafrique, en 26 semaines, la Russie a libéré la Centrafrique et l'a remise aux mains de Touadéra. Et maintenant, ils ont un plan de 26 semaines au Mali. Les Américains et les Français et les Allemands de Mme Merkel, ils savent que du Mali, évidemment, la Russie qui est présente dans 14 autres pays africains va rayonner dans toute l'Afrique. Mais la grande préoccupation actuelle, ce n'est pas la Centrafrique, c'est le Mali, bien entendu. C'est pour cela que les Européens font tout, pour les Américains font tout pour s'y opposer. Et malheureusement, la Russie n'est pas la seule, les Maliens ne sont pas la seule, puisqu'ils ont un allié puissant, la 4e armée africaine et la principale puissance militaire en Afrique du Nord, l'Algérie panafricaine. Panafricaine, merci Luc. On va afficher les numéros pour nos téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler, réagir, donner votre point de vue sur cette interrogation majeure à quand l'influence de l'armée française en Afrique. Et on parle là d'exaction et de prédation minière. On se souvient, Luc, quand même de l'épisode des viols sur mineurs en Centrafrique. Alors, ma question serait de savoir pourquoi les exactions côté occidental donc, ne sont pas autant mises sur la table par la communauté internationale. Parce que tous les gens qui parlent des droits de l'homme, des droits humains, etc., sont quasiment à 95% des ONG occidentales, financées par le Quai d'Orsay, financées par les vitrines légales de la CIA, qui sont des agences gouvernementales américaines et pas des ONG, et par les réseaux de George Soros. Ces gens-là, évidemment, prétendent que le monde occidental, et en particulier les Américains, sont la démocratie et la patrie du bien. La France de Macron, de Mitterrand, de Chirac et compagnie, disant qu'elle est la patrie des droits de l'homme. Évidemment, à côté de cela, les gens qui sont opposés aux Américains et à l'Occident, c'est l'axe du mal, les États voyous. Ce sont aussi, rappelons-le, des gens qui sont considérés comme des non-humains, des non-hommes, des quasi-animaux. Voilà pourquoi on ne parle pas d'eux. Voilà pourquoi les exactions occidentales ne sont pas résumées. Il faut reparler des viols d'enfants et de jeunes filles, parce qu'il n'y a pas eu des enfants, il y a eu beaucoup de jeunes filles. Il y avait des centaines de témoignages indiscutables. Il y a eu les parties intimes des violeurs qui ont été décrites par les enfants. Eh bien, que s'est-il passé? Le parquet de Bangui enquêtait. Mais la prévôté française, qui est le parquet militaire compétent pour les militaires françaises, a envoyé une mission d'enquête en Centrafrique sans aucune liaison avec le parquet de Centrafrique et le gouvernement centrafricain. Ils ont soi-disant enquêté. Ils ont enquêté uniquement à décharge de l'armée française. La prévôté a expliqué qu'il s'agissait de préserver l'honneur de l'armée française. Et ils ont déclaré que les jeunes filles et les enfants avaient menti. Dans certains cas, ils les ont achetés. Ces gens sont revenus à Paris et là, un juge d'instruction a été saisi à charge sur les dossiers recueillis par la prévôté française. Il y a 2-3 ONG françaises qui ont fait leur travail, qui ont dit que c'était scandaleux, mais on ne les a pas écoutés. Et le parquet de Paris a déclaré un non-lieu. Il a absu tous les soldats français qui étaient poursuivis. Ils ont un casier judiciaire vert et ils vont continuer dans les rangs de l'armée française leur campagne. On s'est donc assis sur la souffrance et la douleur des peuples. Et ce sont ces gens qui aujourd'hui prétendraient juger les exactions des paramilitaires. Les paramilitaires qui, au contraire, sont salués par la population justement parce qu'ils ont mis un terme aux exactions et au pillage des groupes paramilitaires alliés à la France et à l'ONU, les voyous de Bozizé, qui ont largement pratiqué contre la population centrafricaine, eux, le viol de masse. Bien
À vous le temps de prendre l'appel de Delphin qui nous appelle depuis Gitega au Burundi. C'est le premier appelant de cette soirée. Delphin, bonsoir Delphin. Bonsoir mon très cher frère Bachir. Une fois de plus, je vous remercie les équipes de la régie et toi-même d'accueillir le jeune Bantou qui appelle souvent depuis Gitega. Donc on m'aura reconnu, c'est Delphin de Bujumbura. Donc je vous remercie une fois de plus de m'accueillir à la maison. Je transmets derechef mes salutations à mon très cher aîné Luc Michel, ainsi qu'à l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Donc ce sujet est vraiment intéressant à plusieurs titres. Notre ami Luc Michel, comme souvent, a pris les devants. Je vais simplement le compléter. En fait, à quand la fin des bases militaires, soi-disant démocrates, et en particulier françaises, en Afrique? Eh bien, la Centrafrique et le Mali ont déjà commencé à répondre à cette question. Et voici mon complément. Je vais citer à titre d'exemple, une fois de plus, une fois n'est pas coutume comme on dit, mon petit Burundi, mais aussi un État comme l'Algérie qui est beaucoup plus puissant que le Burundi, non seulement en termes de taille, mais aussi en termes de moyens géopolitico-militaires et financiers. Je rappelle ici pour les téléspectateurs que l'Algérie est l'unique État africain qui n'a pas de dette extérieure. Je vais laisser les uns et les autres méditer sur ceci, c'est très très important. Donc, les bases militaires françaises ne pourront plus commettre les crimes qu'elles commettent depuis les années 60 à partir du moment où les États de la zone CFA commenceront, à l'image de la Centrafrique et du Mali, à rebâtir leurs armées, comme l'a fait le Burundi, comme l'a fait l'Algérie. Un État digne de ce nom dispose d'une force dissuasive, militaire, parce que tant qu'elle a celle-ci, elle ne sera jamais inquiétée, elle ne pourra jamais redouter une invasion militaire étrangère. En ce qui nous concerne, une invasion, paraît-il, démocrate. Je rappelle aux uns et aux autres que pour que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'elle est aujourd'hui, ou encore la Libye, les gens soi-disant démocrates ont d'abord détruit leurs armées. Tous les avions militaires font partie des premières cibles de la coalition de l'OTAN en 2011. Avant cela, en 2009, Chirac ordonne qu'on détruise les avions de l'armée ivoirienne, soi-disant que l'armée ivoirienne avait agressé les soldats français. Donc, pour me résumer, c'est que tant que les États de la zone CFA vont rebâtir leurs armées, et aujourd'hui les choses ayant évolué, ou plutôt revenues à la normale des années 60, avec l'aide, j'allais dire soviétique, mais aujourd'hui nous avons la Novorossia qui a remplacé l'ex-URSS. Donc, tant que cette coopération sera en place, eh bien, les armées africaines vont reprendre du poil de la bête et pourront opposer, j'allais dire, une réelle force réciproque aux armées soi-disant démocrates. Pour sortir, je rappellerai que c'est pour cela que je dis souvent quand je prends le micro d'Afrique Média que c'est la raison pour laquelle le Burundi dispose d'une armée, d'une force policière ainsi que des services secrets extrêmement importants. Au point que lorsque M. Obama était à la Maison Blanche, il a lui-même reconnu que nous étions des adversaires difficiles à combattre. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Afrique Média, le monde c'est nous. Très cher Delphin, pour la contribution comme toujours depuis Gitega au Burundi, un appelant depuis les États-Unis à présent. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Bachir. Amandé depuis les États-Unis. Merci Amandé, bonsoir. Je voudrais remercier vos invités.
et répondre directement à la question. À quand la fin de l'influence de l'armée française en Afrique sur l'extraction, je dirais, illégale, sur la prédation des ressources minières en Afrique? Mais l'influence de l'armée française en Afrique, si vous voulez avoir cette fin-là, mais il faut regarder l'histoire. Actuellement, quand on prend des pays comme le Mali et le Centrafrique, comme vient de le dire l'intervenant précédent, la fin de cette influence française-là a commencé déjà dans ces deux pays-là. Mais comment ça s'est fait? Est-ce que la fin de l'influence de l'armée française en Centrafrique ou au Mali s'est fait à travers, je dirais, comment je vais dire ça, à travers une collaboration avec la France? C'est-à-dire, est-ce que la France a quitté complètement le Centrafrique, ou bien est-ce que la France est en train de quitter le Mali à travers, comment je vais dire ça? C'est-à-dire, est-ce que ça a été un divorce à l'amiable? Voilà ce que je voulais dire. La réponse est non. Donc ça veut dire que pour que l'influence de l'armée française dans les autres pays africains se fasse, on ne peut jamais le faire à travers une négociation avec la France. Ça doit plus se faire dans la douleur. Prenez le cas de l'Algérie. Actuellement, la France n'a plus absolument aucune influence. L'armée française n'a plus aucune influence en Algérie parce que, il faut vous rappeler de ça, l'Algérie a fait la guerre à la France avant que la France ne laisse ce pays en paix. Ça voudra dire que tous les pays africains qui pensent que on peut en même temps collaborer, on peut en même temps être en bon terme avec la France et dégager ce pays-là, dégager cette armée française-là de leur pays, ça ne peut jamais se faire. Donc, je fais un clin d'œil à des pays, à des présidents tels que Christian Taboré, le président du Niger et autres, pour dire que mais, vous ne pouvez pas faire un pied dedans, un pied dehors. Soit vous êtes 100%, soit vous êtes totalement avec la France, soit vous êtes contre la France. Donc, des présidents qui tentent de jouer un double rôle, un double jeu, en pensant qu'ils peuvent être en de bons termes avec la France et en même temps travailler pour dégager la France de leur pays, ça ne pourra jamais, jamais arriver. Et dans cette matière-là, des présidents, des leaders tels que Assimi Goïta, qui sont actuellement en train d'être vilipendés de toutes parts par la France, ces présidents doivent penser qu'ils sont vraiment sur le bon chemin. Parce que quand vous êtes vilipendés, quand vous êtes harcelé de toutes parts par la France, vous devez savoir que comme cela, là, vous êtes sur le bon chemin pour votre peuple. Donc, c'est ce que je voulais dire, mon cher ami Bachir, la fin de l'influence française débutera en Afrique quand les présidents africains vont comprendre qu'on ne peut jamais être en de bons termes avec la France et dégager la France de leur pays. C'est ce que je voulais dire. Amon-Ré. Très cher Amon-Ré, le message est bien passé. Il ne s'agit pas naturellement d'attendre un divorce à l'amiable, comme vous l'avez bien sûr souligné, vous l'avez dit. Il faut prendre le courage de rompre définitivement. Nous restons au téléphone. Alors, j'ai deux appels, Peter et un autre du Burkina Faso. On prend qui, Vicky? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Primédia. Bonsoir, Primédia. Bonsoir, cher ami, on vous écoute. Bonsoir, Primédia. D'accord. Notre ami du Burkina n'a pas su comment... Alors, dès qu'on vous dit que vous êtes à l'antenne, allez-y, exprimez-vous. On aura le temps d'échanger dès que possible. On pourra vous relancer, pourquoi pas. On va essayer avec un habitué. Jean, il nous appelle des États-Unis. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Salut les techniciens, salut Luc Michel. Et nous saluons tous ceux qui reviennent sur Afrique Média. Bachir, à quand la fin de la présence de l'armée française en Afrique? Ça commence déjà à partir de la conscientisation de la jeunesse africaine. Parce que c'est une armée qui a trop longtemps duré en Afrique et a trop fait du mal aux Africains. Et nous sommes conscients. Et ils aussi le savent parce que ils vivaient avec le mensonge et tout. Vous voyez les menaces des soi-disant des Américains et le président américain envers le Mali, de renvoyer. C'est-à-dire, on ne comprend même pas. Pourquoi
le président américain va intervenir au Mali pour dire, pour donner de l'ordre, ne pas recevoir ceux qui veulent les aider à libérer leur pays. On ne comprend pas, ça n'a pas de sens pour un homme, un humain. Ça n'a pas de sens. Si tu n'appartiens pas à leur club démoniaque, ça n'a pas de sens. Mais si tu appartiens à leur club démoniaque, ceux-là qui disent que la mondialisation, partout où tu es chez toi, tu peux faire n'importe quoi. Un Américain peut devenir président au Mali, mais pas un Malien devenir président à Paris, jamais. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il véhicule pour tromper la vigilance des Africains, toujours pour les utiliser. Ça commence maintenant, à partir du moment où la jeunesse africaine prend conscience que tout cela devient vraiment trop encombrant. Bachir, les compagnies minières, quand nous parlons de cela, la fois dernière, ADT et Ablawa l'avaient bien décortiqué. Comment est-ce que ces compagnies minières françaises, pour ne pas dire de façon occidentale, parce que c'est la même chose pour l'Amérique, comment est-ce que ces compagnies minières financent la guerre? Et comment est-ce que ces compagnies minières achètent et fabriquent les élites pour devenir président dans les pays africains pour les utiliser? Vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire, Ouattara, vous voyez, c'est la compagnie chocolatière américaine qui aussi avait participé, jusqu'à ce que même Obama, entre-temps, avait appelé Gbagbo de quitter de venir en Amérique pour avoir des postes juteux. Vous voyez tout cela? Mais tout cela se passe aux yeux aussi des Africains, mais on n'arrive pas à cerner, à comprendre déjà que nous sommes dans une manipulation mondiale. Alors, il faut dire non à cela. Il faut avoir le courage de dire non à cela. Et nous voulons les présidents nous voulons ceux-là qui veulent être présidents pour donner leur vie, comme l'a fait Thomas Sankara, pour libérer leur pays et non pour appartenir à ces clubs de majors. Ce n'est pas sérieux. Où allons-nous avec tout cela? Ils le font, mais on ne voit même pas ce qu'ils fabriquent. Regardez par exemple le Togo, où il y a des père avec tellement pillé, déposé tout pour ses enfants. Mais où sont ces enfants aujourd'hui? Où sont ces enfants? Et où est le Togo aujourd'hui? Il y a tant de cas. La RCA, regardez comment la France a pillé, tué, violé. Mais en complicité avec quelques groupes. Ceux-là qui pensent qu'en s'associant à ces pilleurs, ils auront leur part. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que les enfants sont devenus? Où sommes-nous? Nous sommes toujours là. Donc ce n'est pas sérieux. Il faut dire non à ces personnes-là. Il faut dire non à ces personnes. Parce qu'ils ne font que promouvoir le profit personnel à certains. C'est la même chose pour ceux qui arment aujourd'hui dans le Sahel. Les rebelles. On leur amène des fusils, on leur promet une nationalité française, américaine. Ça ne vaut plus la peine, mes frères et sœurs. On vous marre, ça n'avantage plus ces histoires-là, nationalité française, américaine-là. Non, cessez d'être utilisé. Défendons l'Afrique. L'Afrique doit être libérée de ces armées étrangères, de ces occupants. Nous sommes d'accord. C'est pour cela que le Mali et l'Algérie qui font des alliances aujourd'hui, nous les encourageons. D'ailleurs, Assimi Goïta n'est pas quelqu'un qui... il est venu avec un programme. Bachir, faisons confiance à ceux-là. Donc, nous lançons un appel à la jeunesse africaine d'être très vigilants. Aujourd'hui, nous apprenons que dans le Tigré, et le porte-parole de Tigré a dénoncé que c'est les Américains qui les ont manipulés à prendre la Addis Abeba. Et ils disent non, c'est comme ça que les Américains, ces soi-disant Américains, c'est comme ça qu'ils sont. Mais ils ne s'occupent pas des problèmes du noir en Amérique, mais ils s'en vont en Afrique, soi-disant, ils sont des donneurs de leçons. Ils sont venus vous aider. C'est faux, Bachir, c'est faux. C'est des gens, ces gens-là sont des racistes. Racistes. Ils ne font que vendre, je ne sais pas quoi, de mensonges aux Africains pour les détruire. Ça suffit comme ça. C'est mauvais. Ils doivent savoir. Comme ils ne sont pas des gens qui comprennent, qui ont la conscience du sens du bien et du mauvais, ils sont seulement égocentriques. Ils ne vont jamais voir que ce qu'ils font est mauvais. C'est à nous de leur dire,
avoir le courage de dire non, ça suffit. C'est comme ça. Donc, il faut le courageux pour être à la tête de nos États aujourd'hui, pour que la population les soutienne pour débarrasser ces gangrènes-là de l'Afrique. Et nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin. Nous évoquons l'intervention divine et la justice divine pour les pays africains. Bachir, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes en guerre. Merci Jean pour cet appel depuis les États-Unis. Et on reste au téléphone, Luc. On va s'offrir d'écouter nos téléspectateurs puisque l'émission, c'est Appel sur le continent. Peter nous appelle depuis l'Écosse. Bonsoir Peter. Bonsoir Monsieur Bachir. Merci beaucoup au call center. Je salue votre invité sur le Zoom, Monsieur Luc Mitchell. Je vais donner mon petit point de vue par rapport aux questions que vous avez posées. Moi, je vais répondre d'abord, ça dépend des présidents africains issus de la colonisation française. Ça, c'est first, parce que à l'époque, la France avait ménagé avec le général de Gaulle un système très mystique qui engluait, comme on dit, enfermait ses présidents sous leur directive. Je parle de la franc-maçonnerie. Donc, à partir du moment où on a des présidents qui sont encore issus de la tutelle mystique et ésotérique de la France, eh bien, ces pays resteront toujours leur chasse gardée. Je cite les pays Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, tout ça. Ça, c'est de un. Donc, espérons que d'ici 2 ans, 3 ans, une nouvelle génération de président va arriver, un peu comme ce qui s'est passé avec Fekafout et Tofis. C'est ce qu'on veut vraiment en Afrique, des gens qui ont un esprit africain, qui pensent africain, qui ne pensent pas champagne, fromage, cheese, tout ça. Il faut que ça sorte de la mentalité. Les Français ont formaté nos dirigeants. Ils les ont fait comprendre qu'ils sont Français, alors qu'en réalité, ils sont blacks. Ils sont juste Français. Ils ont des appartements en France pour faire plaisir à la France. Et comme ça, en contrepartie, ils ont toujours les chasses gardées des mines, que ce soit les mines, que ce soit les comment on appelle ça encore, les ressources minières, les ressources pétrolières, gazières, etc. Vous voyez. Deuxième chose que je veux dire, la condition aussi, c'est que le président ait le courage de faire comme Fidel Castro, de choisir un partenaire et dire que voilà, tu es le mien, un peu comme M. Bachar el-Assad a fait avec la Russie. Il faut pas avoir honte, il faut pas se cacher. Regardez le comportement de la France. Tellement elle est cynique qu'elle se cache derrière l'Union européenne pour mettre pression sur la Russie. Comme ça, la Russie va être affaiblie et ne pas pouvoir continuer ce qu'elle est en train de faire pour aider les Africains. Elle se cache derrière United Nations pour essayer de mettre pression et conserver également les conflits qu'ils ont fait en RDC, dans le Boma, les conflits qu'ils ont créés de toutes pièces en République centrafricaine, le fameux conflit de Sahara avec Barkhane, Sangaris, tout ce qu'on est en train de citer, G5 Sahel ou c'est pas moi, les 3 frontières. Ce sont des inventions faites de toutes pièces pour pouvoir avoir le même mise. Donc, pour moi, je pense que la solution, je l'ai donnée, ce président-là, il faut qu'il parte. On va attendre patiemment qu'il parte tous ces vieillards-là et après, on va trouver des vrais Africains, panafricains, comme l'image de Touadéra, pour porter le pays sans honte, sans peur, devant le Conseil des Nations, avec de vrais partenaires. Tant que vous avez des partenaires qui gênent, ils seront toujours venus. Mais si vous avez encore vous-même tonton Macoute là, vous allez toujours subir. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Bye. Pour la contribution depuis l'Écosse, donc nous allons revenir vers Luc Michel. D'accord, il y a un appelant du Gabon, me signale-t-on, on le prend. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. J'aimerais participer à votre émission. Vous êtes Je suis très heureux parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que nous vous suivons parfaitement et que nous sommes très contents de ce que vous faites. Parce que, en principe, Afrique Média est venue pour délivrer l'Afrique. Et je voudrais dire à tous ces dirigeants, dont particulièrement auquel mon président actuel a signé Breton, de faire très attention par rapport à l'invitation dont la France est en train de
se mettre à genoux pour l'accueillir. Parce qu'eux, ils ne font jamais rien pour rien. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, ils marchent avec la tête en bas. Donc, vous voyez que la peur a changé de camp. Hier, c'est eux qui insultaient, hier, c'est eux qui dénigraient, hier, eux se qualifiaient de terroristes, de ceux qui n'ont pas de légitimité. Et maintenant, ils prennent l'initiative de venir rencontrer un chef d'État qui n'a pas de légitimité. Imaginez vous-même qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? J'ai dit à tous les Africains de ne pas lâcher prise. De ne pas lâcher prise. Parce que autant de patriotes, autant d'Africains qui sont morts à cause des feux minables, nous disons en plus de ça minables, des personnes qui ont faim, des personnes qui nous appellent les pays les plus pauvres, très endettés. Mais ils ne cessent pas de venir trouver de quoi manger. Donc moi, vraiment, je vous remercie grandement pour tout ce que vous faites. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage et que le Tout-Puissant continue à vous protéger. Continue à vous protéger. Merci et surtout bonne soirée. Gabon, et bien sûr, vous également, vous insistez sur le courage nécessaire à nos dirigeants. Mais alors, c'est vrai, quand on parle des dirigeants, beaucoup semblent aussi oublier quand même que même parmi les opposants, il y en a qui fricotent avec le méchant. En tout cas, peut-être Luc Michel va nous en dire un peu plus. Luc, notre actu du jour, est-ce qu'elle démontre toute la propagande occidentale? Poser les faits à la propagande et aux médias mensonges. Il y a deux nouvelles qui viennent de Bangui aujourd'hui. Vous savez, notre ami Delphin, mon frère Delphin que je salue, nous a insisté sur la nécessité d'avoir des armées africaines fortes. C'est ce que vient de nous dire le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Yaloke Mokpeme à Bangui. Je le cite, il dit: c'est grâce à la formation russe que nous avons aujourd'hui des soldats aguerris. Bien loin, justement, de piller ou de faire de l'insécurité, ils contribuent à renforcer l'armée centrafricaine. La deuxième nouvelle, elle vient de Moscou cette fois-ci. Moscou a annoncé que la Russie, bien loin de piller la Centrafrique, s'engageait à injecter 11 milliards de dollars, 600 milliards de francs CFA dans des projets de reconstruction en Centrafrique. Voilà la réalité. La Russie s'est dotée d'une agence gouvernementale, l'Agence pour le développement de l'Afrique. Ils arrivent en Afrique avec des projets clés en main dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, etc. Et avec les moyens de financement. Contrairement aux Français qui arrivent avec leurs organismes, leurs usines, leurs ouvriers, leurs cadres, leurs ingénieurs, leurs techniciens, pour que pas un euro ne revienne aux Africains. Les Russes, eux, ils viennent avec un partenariat gagnant-gagnant qui finance largement. Les Français, les Américains devraient être honteux de leurs mensonges au regard de ce qu'est la réalité. Parmi nos appelants, il y en a quand même qui en ont appelé, pour répondre à notre question centrale, bien sûr, à quand la fin de cette influence de l'armée française et par là des armées occidentales sur le continent. Beaucoup en ont appelé au courage des chefs d'État. Mais est-ce qu'il ne faille pas aussi regarder du côté de l'opposition quand même? Il faut aussi des leaders d'opposition qui ont le courage de présenter un projet allant dans ce sens, Luc Michel. Le problème, c'est que la plupart des leaders de l'opposition sont des agents des réseaux américains ou du Quai d'Orsay. Au sommet de Montpellier, on a lancé un grand renfort d'articles de Jeune Afrique, ça disait tout. On a lancé ce qu'ils appellent le panafricanisme 2.0, avec des agents provocateurs, des agents déstabilisateurs, qui tentent de fracturer le néo-panafricanisme. C'est la même chose dans l'opposition. Il y a des gens qui se disent panafricains, mais qui sont financés par Georges Soros, qui sont financés par le Quai d'Orsay, qui sont financés par Emmanuel Macron. Que voulez-vous faire avec ces gens-là? Rien du tout. Il suffit pas de dire, bon, les chefs d'État, ils font ce qu'ils peuvent faire avec justement les contraintes de la diplomatie internationale. Ce que justement les Russes, les Chinois
et les Iraniens apportent, c'est de l'oxygène, la possibilité à ces présidents de choisir. Mais du côté de l'opposition, évidemment, il y a très peu d'authentiques panafricains. Il y a quelques gens honnêtes. Vous savez, actuellement, il y a un dialogue national qui a lieu au Tchad. Eh bien, j'ai parmi ce dialogue, dans les gens qui étaient les opposants d'Idriss Déby Itno, qui étaient mon ami, j'ai aussi dans l'opposition des amis que j'ai connus au temps de la Libye de Kadhafi. Ils discutent aujourd'hui avec le général Mahamat Déby Itno. Ils vont réintégrer la communauté nationale. Ce sont d'authentiques panafricanistes et d'authentiques révolutionnaires. Mais pour une poignée de ces gens, combien y a-t-il de gens ralliés à la cinquième colonne, aussi bien dans l'opposition que dans les chefs d'État pro-occidentaux, les Tshisekedi, les Kagame, les Bouhari et compagnie. En tout cas de Luc Michel. Luc, nous retournons un tout petit peu vers nos téléspectateurs. Je vois ici Lamine Diop qui essaie de nous joindre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est prêt? Lamine Diop, on peut y aller? Voilà, la mine, ce sera dans quelques secondes, tout simplement. Luc, il y a quand même une question du téléspectateur ici, et je ne sais pas si on doit lui répondre tout de suite. En tout cas, je vous la pose. Bonsoir, Monsieur Bachir. S'il vous plaît, demandez à Monsieur Michel que sont devenus les soldats américains accusés d'exactions en Afghanistan et en Irak. Et Luc, je crois qu'il fait allusion à cette affaire qui avait été voulue quand même du côté de la CPI sous Fatou Bensouda. Oui. Malheureusement, elle avait été rappelée à l'ordre par Washington. Écoutez, les exactions des soldats américains, moi je les appelle des soudards parce que c'est de ça qu'il s'agit, elles ne datent pas d'ailleurs de points récents. Les premières ont commencé dans les guerres de Yougoslavie dans les années 90. Elles ont continué en Irak, en Afghanistan, dans le nord de la Syrie qui est occupée, etc. La CPI avait ouvert un dossier, mais lorsque le nouveau procureur général a été nommé, c'est un Pakistanais, mais qui a un Britannique, les dossiers ont été abandonnés. Il y a quelques jours, la prévôté américaine, comme la prévôté française, c'est le même système. C'est-à-dire que les assassins enquêtent sur les assassins, les soldats enquêtent sur leurs frères soldats en exaction. Eh bien, ils viennent d'abandonner toutes les charges contre les soldats américains qui viennent de tuer des civils il y a encore quelques semaines. Ça a été la même chose dans les années 90 en Afghanistan. Il y a eu toute une série de trafics et d'exactions, en particulier en Bosnie et au Kosovo. Les Américains, vous devez savoir, ils ont des accords d'immunité qui immunissent leurs troupes des lois des pays dans lesquels ils agissent. C'est les mêmes accords qui ont été signés par les précurseurs de Touadéra en Centrafrique par l'armée française. On ne peut donc pas poursuivre ces troupes et évidemment, les différentes prévôtés militaires ne vont pas enquêter. Elles sont là, comme elles disent, pour préserver l'honneur bafoué de leurs armées nationales. Il faut donc pas attendre grand-chose sur des poursuites de ce genre-là. La CPI, elle a été reprise en main après l'épisode Bensouda. Et Donald Trump, vous savez, qui avait menacé d'extrader Bensouda par la porte et le personnel de la CPI et de les faire juger aux États-Unis, qui a séquestré leurs biens qui étaient importants, Madame Bensouda, n'oubliez pas, de la famille là-bas. Eh bien, la leçon a été comprise. Jamais plus la CPI ne s'attaquera, évidemment, aux Américains. Je vais vous donner un autre exemple. C'est la guerre de Géorgie en 2008, parce qu'il concerne la Russie. En 2008, les Occidentaux accusent l'armée russe d'avoir agressé la Géorgie. C'est totalement faux. Il y a en fait sur le territoire de la Géorgie, depuis la chute de l'Union soviétique, deux petites républiques russophones qu'on appelle l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Je les connais bien puisque j'ai travaillé à de nombreuses missions de monitoring électoral avec elles et j'ai rencontré eu de l'amitié pour leur président.
Et ces deux petites républiques sont évidemment adossées à la Russie. Une nuit, croyant bénéficier de l'appui des Américains et de l'OTAN, le président de la Géorgie, il s'appelle Saakashvili, c'est un homme des États-Unis, il a un passeport américain, c'est aussi un des affiliés de George Soros. Il décide de lancer une attaque pour s'emparer du territoire des deux petites républiques. On bombarde la capitale de l'Ossétie du Sud, Tixvali, la nuit. Il y a des dizaines de milliers de morts. Et cette fois-là, évidemment, l'impunité ne jouera pas. Il y a là-bas des dizaines de milliers de citoyens russes qui ont un passeport russe. L'armée russe intervient pour les protéger. Elle franchit la frontière et elle donne une solide correction à l'armée géorgienne. L'armée de l'OTAN, qui a compris qu'il ne fallait pas mettre les pieds dans ce guêpier, elle n'intervient pas et elle laisse les Russes donner une solide correction donc à Saakashvili. On a des images de lui en pleine panique, dont le convoi est attaqué par l'aviation russe et qui se réfugie en dessous d'une voiture. Mais suite à cela, évidemment, les Russes vont s'arrêter devant la capitale de la Géorgie, Tbilissi, et bien entendu, la leçon sera comprise. La CPI va ouvrir un dossier. C'est un dossier contre la Russie qu'elle accuse de crimes de guerre et d'exaction. Poutine, qui n'a pas signé le statut de Rome, renverra Madame Bensouda. Il lui signalera qu'il ne faut pas exagérer et qu'il lui encourra si elle voulait aller plus loin. Donc, n'attendez rien de la CPI, n'attendez rien des Occidentaux. Il faut se débarrasser de tout le système occidental, les armées occidentales, la diplomatie, la politique, les multinationales, l'économie et les soi-disant ONG des droits de l'homme. J'espère que notre téléspectateur qui est en ce moment aux côtés de Mathias Zakam en Côte d'Ivoire a eu satisfaction de cette réponse. Nous retournons donc au téléphone. Lamine Diop est prêt, me signale-t-on. Bonsoir Lamine. Bonsoir Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Média ainsi que la régie technique, bonsoir à l'ensemble des panélistes qui participent à cette thématique. Très belle interrogative. Hein. Mais écoutez, tout le monde sait que ce que vaut l'influence française en Afrique noire, tantôt elle est bien présente dans certains domaines tels que le secteur politique, économique et monétaire, etc., etc. Tantôt elle tend à reconquérir son influence perdue en s'actualisant stratégiquement. Mais il n'empêche que nous les Noirs, nous posons qu'aucun acte pour contrecarrer cette influence de l'État central français. Or, tout le nœud de l'affaire est absolument encastré dans ce paradigme. Effectivement, je me suis permis d'observer avec un regard critique et libéré, c'est-à-dire en clair, pourquoi les flèches panafricaines ne cesseront-elles pas d'être exclusivement contre la France et son État central. Certes, on tire sur la France du matin au soir, mais il faut relever que nous, les Africains, nous ne posons aucun acte pour se défaire de cette influence française immorale venant soit de son État central, soit de son état-major des armées ou de sa civilité et sa civilisation. Et là, je vous invite, chers téléspectateurs, de faire l'effort comme moi, de regarder un seul aspect de la société africaine dans l'angle du divertissement médiatique, par exemple. Ensuite, comparer cette observation à d'autres pays comme ceux d'Afrique du Nord. Pas besoin de quitter le continent africain d'ailleurs. Rassurez-vous, vous serez étonnés de comprendre que finalement le problème c'est nous-mêmes. Et justement, c'est cela qui nourrit et renforce l'influence française sous toutes ses formes en Afrique noire. Pourquoi donc des chaînes de télédivertissement à vocation nationale au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, etc., la liste elle est longue, diffusent en français, les animateurs se donnent dans une civilité extrêmement parisianisée. Or, vous allez en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, c'est totalement, diamétralement le contraire. On s'exprime dans la civilité et la civilisation de l'identité de leur pays, de leurs ancêtres respectifs. Faites l'exercice sur Facebook et vous voilà donc le fond de l'affaire. Car la France n'impose en rien à ces chaînes de télé privées ou publiques à vocation nationale de l'Afrique noire de diffuser en français. Certains me diront que dans certains pays d'Afrique, noire, il y a plusieurs langues. Bien évidemment, c'est vrai. C'est vrai. Bien évidemment que cela est vrai. Mais depuis que l'indépendance est théoriquement posée,
qu'est-ce qui nous empêche, nous, de poser un acte minimum en développant une langue nationale et cesser de magnifier, de glorifier la civilité et la civilisation légitimité française? C'est ça, poser des actes. Un pays peut créer... Attendez, le temps est Je crois que Lamine nous appelait d'un aérogare et bien sûr on peut noter quand même que les difficultés qu'on a eues vers la fin à l'écouter, mais le plus important est passé. Merci en tout cas Lamine pour l'effort, ce qui prouve que vous êtes un véritable fan d'Afrique Média. Partout vous nous suivez parce que le monde c'est nous. Merci Lamine. Et on reste au téléphone un tout petit peu. D'accord, ça grisaille avec cet autre appelant. Luc, je reviens à vous donc. Alors, Luc, définitivement, l'Occident redoute la percée de la Russie sur le continent africain. Mais les méthodes russes, ou plutôt les visées russes, ne sont pas les mêmes que celles des Occidentaux. Non, pas du tout. Tout d'abord, la Russie n'a jamais eu de colonie en Afrique. Au contraire, dès le XVIIIe siècle, sous Pierre le Grand, elle a fait d'un ancien esclave camerounais, c'est le général Abraham, elle a fait le général en chef de l'armée russe, c'était un Africain noir, et il est le grand-père du grand poète russe, le plus grand poète russe Pouchkine. Au XVIIIe siècle, ça a été la même chose. Au XIXe siècle, en 1830, la cour des tsars entretient des relations diplomatiques avec le royaume d'Éthiopie, qui est le plus vieil État chrétien au monde. Il date du IIe siècle après Jésus-Christ. Et grâce à cela, à la conférence de Berlin, l'Éthiopie est le seul État qui n'est pas partagé par les Occidentaux. À partir de 1922, c'est la Russie bolchevique, l'URSS, et il lance une conférence à Bakou, en Azerbaïdjan, alors République soviétique, en 1922, et il décide de tendre la main au mouvement de libération d'Afrique et d'Asie. Ils vont intervenir pendant toute la durée de l'Union soviétique. C'est dans cette tradition que la Russie de Poutine a repris. La Russie, donc, n'a pas de passé colonial. Au contraire, les Américains ont tenté pendant les 10 années qui ont suivi la chute de l'Union soviétique, la décennie de Helsinki, le dirigeant corrompu, ils ont tenté de coloniser la Russie. C'est la même chose pour les Chinois. Les Chinois, on a tenté de les coloniser pendant un siècle. On leur a imposé les guerres de l'opium. On leur a arraché les territoires de Macao et de Hong Kong, qui n'ont récupéré qu'il y a quelques années. C'est la même chose aux Iraniens. Les Iraniens, c'est le plus vieil empire au monde, puisqu'il date de 25 siècles. Eh bien, les Iraniens n'ont été libérés qu'au moment de la révolution islamique. C'est pour ça que tous ces gens ont de la sympathie pour la lutte de libération africaine. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas coloniser. Ils ne viennent pas échanger un maître contre un maître. Ils ont dû s'unir tous ensemble pour combattre le géant américain et occidental dans une organisation géopolitique qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, dont les trois principales capitales sont Téhéran, Pékin et Moscou. Et ils nous invitent, nous Africains, ils nous invitent à titre égalitaire à prendre place autour de la table commune de ces gens qui veulent un monde multipolaire. C'est la voie de la libération pour l'Afrique. Nos téléphones avec notre appelant. Alors, je vois aussi Peter qui souhaite compléter quelque chose dans son analyse. La même chose pour Lamine Diop. Vicky, on fait quoi? On prend l'appelant. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Oui, merci de me passer la parole. Voilà. Bonjour Bachir, bonjour Monsieur Luc Michel et merci pour tout ce que vous faites pour le combat panafricain. En fait, ma contribution serait une réponse à Lamine. Et Lamine, il a évoqué un point très intéressant sur l'aspect culturel. C'est-à-dire que dans les capitales africaines, les élites
sont un peu parisianisés. Et c'est ce que Luc Michel décrivait il n'y a pas très longtemps. Et donc, le panafricanisme, pour pouvoir venir à bout de cette prédation, doit commencer un travail de formation des élites. Il faut recréer toute une nouvelle élite qui va pouvoir penser africain, pouvoir penser stratégiquement africain, et pas des élites qui se rêveraient des vies parisianisées, tout ça. Donc, c'était ma contribution, ma petite contribution. Il faut que le panafricanisme descende sur le terrain. Déjà, le panafricanisme, il fait un gros boulot, mais il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir vraiment inverser la tendance. Merci. Pour la contribution, c'était donc M. Douta qui nous appelait. Lamine Diop nous revient certainement pour compléter son analyse. On vous écoute, Lamine. Universelle israélienne pour mener à bien son projet linguistique en lieu et place de l'arabe, du yiddish, de l'allemand, du français, du russe, avec les juifs venant de l'Europe de l'Est. Là, et la réalité, c'est que nous, je veux dire les Africains, ne sommes pas du tout sérieux et nous avons honte de nous-mêmes, certainement liés à des siècles d'esclavage et de brimades subies lors de la colonisation. Mais il n'empêche que nous devons sortir de ce schéma et poser des actes et arrêter de nous faire subir cette influence française immorale, d'où l'importance d'une langue nationale africaine pour chaque pays respectif, pour rassembler leurs peuples respectifs sous un drapeau, sous une identité africaine respective, comme l'Algérie ou le Maroc, avec son identité arabo-berbère. Voilà, tout est débâché. Le problème est là. À nous de voir. Merci, Afrique Média, à bientôt. Voilà, merci à vous, Lamine, et à très bientôt. Bon vol si vous êtes à l'aéroport, puisque là, je ressens bien sûr le bruit d'un aérogare. Peter, vous revenez, cher ami, on vous écoute. Oui, merci, M. Bachir, de me donner encore la parole. Je voulais dire quelque chose de très important parce que quand M. le Burundi a parlé, là, Delphine, c'est ça. Lorsque Delphine a parlé, j'étais très enthousiaste parce que les informations que j'ai eues, c'est que son nouveau président actuel a annulé le contrat de Rainbow Petroleum. Vous comprenez? Donc, il a carrément annulé le contrat parce qu'il a trouvé que la société britannique était trop bénéficiaire et que le gouvernement a changé les donnes et a même dit à tous les partenaires, que ce soit Russia, China, que désormais, si vous voulez exploiter les terres, il y a des conditions à remplir. Voici un bon exemple d'un bon panafricain, un président digne qui doit être un modèle pour nos présidents actuels, là, les vieux, là, et aussi pour ceux qui aspirent à prendre le pouvoir, pas les agitateurs comme on a vu un peu au Cameroun et puis dans d'autres pays, le Togo, etc. Non, mais des gens qui sont conscients des intérêts géostratégiques et économiques de leur pays. Donc, si vous voyez la France agite comme ça, c'est parce que quelque part, depuis le conflit avec Chine et États-Unis sur le commerce, la Chine avait 80% des exportations de terres rares et elle avait fait un blocus. Donc du coup, les Américains veulent reconquérir le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils utilisent toujours les mêmes stratégies. Et en passant, se cachant derrière la France, pour être le pion, afin que quand tout est nettoyé maintenant, ils viennent s'installer avec les multinationales. OK. Ça doit rentrer dans la tête de nos Africains, de nos panafricanistes, de nos futurs présidents, hein, parce que moi je parle maintenant du futur proche, pour qu'ils comprennent les enjeux. Nous n'avons plus besoin d'exporter, par exemple, le coco ou bien le coffee, etc. Non, nous devons transformer tout sur place. Celui qui vient avec son capital pour investir chez nous en Afrique, il doit faire le transfert de technologie pour que nous aussi, on puisse apprendre et aussi transformer ces produits. Mais vous voyez, quand un président essaie de dire ça, c'est pour ça que le Burundi s'est sécurisé, comme a dit M. Delphin. Nos autres pays, là, les Cameroun, Congo-Brazza, Tchad, Côte d'Ivoire et tout ça, ils sont encore à la solde. Et je vais dire, cette solde dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le côté mystique, qui est le franc-maçon, et le deuxième facteur, c'est cette sale monnaie. Le Burundi n'a pas le franc CFA, il a sa propre monnaie, et je vous dis, M. Delphin peut confirmer, on consomme tout là-bas sur place, ils produisent tout.
Donc, ils n'importent très rarement, alors que nous, on appelle les multinationales françaises pour venir avec des produits, et alors qu'on n'est pas le même niveau de vie que les Européens. Et on nous fait payer des produits européens aussi chers que les Européens. Vous voyez un peu le paradoxe. Il ne peut pas avoir de plus-value. On a au contraire une balance déficitaire. Donc, ce sont des choses qu'il faut revoir. Pour moi, si j'invite une multinationale agroalimentaire dans mon pays, ça veut dire que cette multinationale utilise mes produits locaux pour les transformer sur place et les mettre dans le rayon. Même si ça prend le logo des marques européennes, peu importe. Mais il faut que ce soit fait comme ça. Alors, c'est impossible. Parce que si un président francophone essaie un peu de le faire, demain on le saute. Et parce qu'ils ont la corde au cou. Vous voyez, M. Bachir? Et ça, c'est un gros problème. Et j'ai dit, et j'insiste encore, le plus important, c'est le niet. Pour dire niet, Francia, niet. Et je me rallie avec un vrai partenaire. Et quand je mets le gros bras Russia devant, tout le monde a peur de l'ours. Je m'arrête ici. À bientôt. Bye. Merci, très cher Peter, pour la contribution. Et bien sûr, Luc Michel, je reviens à vous pour une question. Certainement, c'est la dernière pour cette édition, à moins qu'il y ait un autre appelant. Et là, on va donner la priorité à nos appelants. Et Luc, donc, la question... D'accord, il y a Zerfel qui nous appelle d'Allemagne, me signale-t-on. Zerfel, bonsoir. Bonsoir Zerfel. Mon frère, je suis en Suisse. Bon, moi je voudrais dire ce que Peter vient de dire, c'est tellement important, c'est pourquoi j'ai appelé. Parce qu'aujourd'hui, bien qu'on fait appel à ceux, comment dirais-je, ceux qui ont la technologie aujourd'hui pour nous aider dans ce combat que la France nous impose, je suis d'accord avec ça. Mais à part ça, parce que le Chinois va venir. Mais le Chinois qui vient, qui n'a pas la technologie, qui vient faire les mêmes choses que les Africains, il ne doit pas rester sur le territoire. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Parce que déjà que, comment dirais-je, un Africain peut vendre comment dire, les beignets ou de l'haricot, le Chinois, ou comment dire, le Bangladesh va venir, il n'a pas le droit. Il ne vient pas avec la technologie. Et ce n'est pas le commerce que l'Africain ne sait pas faire. Donc, on doit mettre l'accent là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est là aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un, et puis on sera envahi encore par ces mêmes gars. Et quand ça va chauffer encore, ils vont se mettre du côté de ces gars, de ses propres parents là-bas. Disons, quand je dis les parents, ce sont les mêmes gars qui vont venir nous aider, qui vont installer, comment dire, ces microbes dans nos pays. Et quand il y aura des problèmes, et qui vont changer de veste pour nous attaquer. Non. Il faut que les choses soient claires. Comme vient de dire Peter tout à l'heure, la technologie, c'est ça qu'on en a besoin. On n'a pas besoin de n'importe qui pour nous envahir. Si c'est ça seulement, le commerce, on sait faire le commerce. On sait faire la cuisine. On sait vendre les trucs. On sait faire les boutiques. Donc, ce genre, c'est qu'on n'en parle aujourd'hui, c'est la technologie. Donc, celui qui vient, le Chinois qui vient, il doit nous donner sa technologie. Et si, nous les Africains, on aime toujours confier nos problèmes à l'étranger, et puis nous on est assis dans les bureaux, et nous on est assis à la maison, on regarde. Non, ce temps-là est dépassé. Et ce temps est dépassé. Parce que ceux qui viennent là maintenant, là, il faut que nous apprenions comment ils ont fabriqué un char, comment ils ont fabriqué comment dire, un fusil d'assaut. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas venu, je ne veux pas voir des gens qui vont nous envahir pour dire qu'ils vont vendre des slips devant les aventures de nos maisons. Moi, je ne veux pas voir ça. Parce que c'est ça qui envoie toujours des histoires. C'est ça qui envoie toujours des conneries dans les pays. Donc, ce genre de comportement, aujourd'hui, on a besoin de la technologie. Celui qui vient avec la technologie, il est bienvenu en Afrique. Mais quand tu viens te promener, pour rentrer dans nos forêts, pour détruire nos biens, non. Comme les Chinois le font présentement là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, il faut que les autorités, bien qu'on a signé des contrats de la technologie et non des vagabonds qui vont venir détruire nos pays. Alors c'est pourquoi j'ai appelé, merci Bachir, et je salue tous les techniciens. Vraiment, vous faites un travail
terrible. Continuez dans ce sens, parce que les Français, quand on parle d'eux, ils envoient des missiles sur cette petite télévision qui est Afrique Média. Elle est petite, mais elle frappe dur, elle fait mal. Et continuons dans ce sens-là. Merci Bachir, et je t'encourage, tu es le meilleur journaliste, comme disent la plupart de mes frères. Alors, continue dans ce sens, et puis je te dis à demain. Zerfel, à demain, comme vous l'avez dit. Et rassurez-vous, tout ce qui se passe de bien à Afrique Média, c'est aussi grâce à vous. Nous sommes avec vous depuis de nombreuses années, cher ami Zerfel. Et le dernier appelant pour cette soirée, c'est bien sûr mon ami Jamal qui nous appelle de la Malaisie. Jamal, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Vraiment. Je voudrais rappeler à mon frère qui a appelé là que nous sommes tous des Africains et des panafricanistes. Aucun continent ne peut se développer sans l'appui des autres continents. Mais il faut respecter le cahier des charges. Nous autres en Afrique noire, nous avons embrassé l'Europe avec la France. Nous n'avons eu aucun résultat. Plutôt les massacres, les tueries, le pillage, les viols. Alors, vous n'allez pas me dire que la Chine a colonisé l'Afrique. Vous n'allez pas me dire que la Russie a colonisé l'Afrique. Jamais. Allez faire un tour en Asie. Ceux qui ne connaissent pas les Chinois n'ont pas forcé les Européens à venir investir chez eux. Les Chinois ont ouvert la porte à tout le monde, mais vous respectez le cahier de charges. C'est le cahier de charges que vous devez respecter. Vous ne devez qu'employer rien que les Chinois. Et ils savent que, tant que vous employez les Chinois, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, ils vont vous faire les papiers. À la fin, les propres frères pourront ouvrir la même structure dans une autre ville. Et ils vont commencer par acheter. À force de que les frères fabriquent, il finira par faire l'original. Donc tenez-vous tranquille. Ceux qui veulent chasser les Chinois là, moi je dis bravo aux Camerounais. Parce que si même les Chinois ont le droit de veto aux Nations Unies, c'est grâce au Cameroun. Donc le Cameroun ne doit pas faire l'erreur. On doit être la main dans la main avec les Chinois. Est-ce que vous savez que les Européens là respectent le cahier de charges en Chine? Est-ce que vous savez que les Américains là respectent le cahier de charges en Chine? Est-ce que vous savez que les Européens et les Américains respectent le cahier de charges en Russie? Malgré qu'ils se confrontent, on ne peut pas fonctionner seul. La bonne relation, c'est que la relation qui est entre le Mali, l'Algérie, le Cameroun, le Burundi, le Rwanda, la Centrafrique, voilà la vraie relation sud-sud. Une armée forte, ça va nous permettre maintenant de goûter des pays comme la France. Si elle veut aller vers la guerre, nous allons vers la guerre avec l'appui de la Russie, avec l'appui de la Chine. Tenez-vous tranquille. Si vous donnez vos terres aux Chinois, ils vont les prendre. Mais n'acceptez pas les implantations. Si vous commencez à accepter les implantations, je vous assure qu'ils vont arracher votre économie. Bon, demandez à tous les commerçants qui allaient en Chine dans les années 2001-2002, lorsque nous nous rencontrons avec eux à Hong Kong. Beaucoup d'entre eux, en 2002-2003, je leur disais que il est temps que, au lieu de toujours prendre peut-être 2 millions, 3 millions, de venir à Hong Kong pour dire que tu vas acheter la marchandise en Chine, réfléchis comment tu vas t'entendre avec les grossistes chinois. Parce que les Chinois, c'est que tu le vois. D'ici 5 ans, vous n'allez plus entrer en Chine. Ils vont tout ramener chez vous. Vous n'allez plus t'acheter dans les succursales. Et ne vous attaquez pas aux Chinois. Ils se sont battus. Ils vont à l'espace. Il y a quel noir qui va à l'espace? Il y a quel noir qui a une station spéciale? Arrêtez ces petits jeux-là. Arrêtez ces petits jeux. On ne peut rien faire sans la Chine et la Russie. Entre nous, nous devons avoir une armée forte. Ça veut dire qu'en ce moment, Macron qui va au Mali, si Macron attaque une invasion avec le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina, on a intérêt le Cameroun, le Burundi, le Rwanda, d'envoyer les troupes avec l'appui de la Russie et la Chine, de l'écouter. Et ce serait l'occasion même de chasser Ouattara et autres, et Bazoum, et même Macky Sall. Donc, mais heureusement que nous avons encore au Sénégal Ousmane Sonko qui est là, qui va reprendre
de règne. Donc ne nous emmenez pas dans le combat inutile. Vous donnez vos terres aux Chinois, ils vont s'accaparer de ces terres et ils vont arracher votre économie. Donc soyons sages. Kalabougat. Jamal, depuis la Malaisie et la dernière minute, comme d'habitude, on la donne à notre consultant permanent, Luc Michel. Alors, une vision peut-être globale géopolitique en ce qui concerne ces exactions, ces prédations minières, ces interrogations sur l'influence des armées occidentales sur le continent africain. Luc Michel, que retenir? Mais justement, que la libération de ces gens, de ces pratiques et de ce néocolonialisme qui fait suite à un siècle de colonialisme, c'est justement l'alliance avec le bloc de l'Est. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, ils apportent de l'oxygène géopolitique, de l'oxygène militaire, de l'oxygène économique, de l'oxygène financier. Ils ne viennent pas coloniser, ils viennent chercher des alliés géopolitiques sur un plan d'égalité. C'est la seule voie à suivre. Il n'y en a pas d'autre, qu'on le veuille ou pas. Si justement, en 1960, les indépendances ont été volées par les Britanniques avec le Commonwealth, par la France-Afrique avec Paris, par eux maintenant nous avons les Allemands et les Italiens qui sont de retour en Afrique, eh bien, tout cela a été possible justement parce que ces gens étaient seuls face à l'Afrique. Il y avait un huis clos terrible entre les États africains et le néocolon. Ce huis clos aujourd'hui, il est brisé. Ce n'est plus un huis clos. L'Afrique n'est plus enfermée face aux prédateurs occidentaux. Elle a aujourd'hui des alliés. L'Afrique n'est plus enfermée face aux Occidentaux. Elle a aujourd'hui des alliés. Et bien sûr, parmi ces alliés sur le plan médiatique, sur le plan géopolitique, il y a Luc Michel, bien sûr, le